Bonjour, je suis Julie Guertin et je vous souhaite la bienvenue sur Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille votre curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Bonjour à tous, et c'est reparti pour la deuxième partie de l'interview de Clément Domingo alias Sax, qui est donc hacker éthique. Je vous rappelle juste que il s'agit de la deuxième partie, donc si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter la première partie, je peux que vous inviter à le faire, parce que c'est là où on y décrit un petit peu le parcours de Clément, comment il a découvert ce métier, comment il s'y est formé, et puis après on parle un petit peu plus globalement en fait de la cybersécurité et en miroir de la cybercriminalité. Donc on a une vision un peu plus complète du métier. Avant maintenant, dans cette seconde partie, de rentrer un peu plus dans le détail. Donc je vous invite vraiment à l'écouter si c'est pas le cas. Et sinon, je vous souhaite une super bonne écoute. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Alors, un petit 5 étoiles plein les yeux. Le partager aussi à votre entourage. Allez, c'est parti. Alors, très concrètement, quel statut vous avez en général? Tu peux exercer ce métier en tant que salarié, en tant que free? Qu'est-ce qui est le plus commun? Le plus commun ici en France, en tout cas, de pas mal de personnes que je connais qui font ce que je fais comme moi, ils sont dans des boîtes. Puis après, tu as vraiment l'autre niveau qui est en mode soit freelance ou soit vraiment en fait sur des missions courtes, plus en fait des missions du coup de CDD avec des boîtes. Ça peut être une mission sur une semaine, un mois, 2 mois, mais c'est plus en fait ces deux tendances-là, quoi. Et sinon après du coup, tu as les gens qui eux sont totalement libres de toute contrainte, qui font un peu ce que bon leur semble, comme ça vient, et voilà. Ok, toi t'es indépendant? À ce qui paraîtrait vrai. Ok. J'en dis pas plus. Ok, ça marche. Et la question que je me pose, c'est comment tu trouves tes clients, par exemple, quand tu es indépendant? Comment ça se contacte? Alors, je te dis ça parce qu'en fait, j'ai quand même vu effectivement des bug bounty, des choses comme ça. Enfin, je pense que c'est aussi une façon de se faire connaître et de concrètement trouver des clients, quoi. Est-ce que tu veux nous expliquer à quoi ça correspond? Je vais commencer par prendre un peu mon exemple que je connais le mieux. Moi, j'ai vraiment eu du coup la chance de faire pas mal de bug bounty, et peut-être pour expliquer rapidement le bug bounty, et je pense que c'est vraiment la métaphore que je prends pour expliquer ça qui me semble assez claire. On va vraiment faire un énorme pas dans les années 1830, vraiment à l'époque des shérifs, des saloons, des cow-boys, tout ça, vraiment des films qu'on a regardés dans notre plus tendre enfance ou pas. Et en fait, à cette époque-là, quand le shérif voulait un peu mettre la main sur des fugitifs, sur des prisonniers ou autre chose, en fait, personnes qui étaient dangereuses, tu sais, il y avait en fait ces fameuses affiches-là, Wanted or Alive, ou Dead or Alive, ou ce que tu veux, avec forcément la tête du fugitif et surtout, la prime. Et en fonction, voilà, si tu avais un peu des informations, que tu ramenais mort ou vif le fugitif, t'étais rémunéré. Eh bien, dans la cybersécurité, en informatique, en sécurité informatique, tu as exactement le même principe. Aujourd'hui, donc, des boîtes, que ce soit si bien les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, ou n'importe quel type en fait de boîte, ils se sont rendus compte que même avec les meilleurs ingénieurs qu'ils avaient dans leurs équipes, ils ne pouvaient pas assurer une sécurité 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. Ils se sont dit, on va travailler en bonne intelligence avec des chercheurs en cybersécurité, avec des hackers, avec des gars qui sont vraiment avec des ingénieurs en cybersécurité, des gars qui le font. Et le deal, ça va être que s'ils trouvent une faille de sécurité, en fonction de la criticité, écoute, on va leur donner de la thune. Et aujourd'hui, du coup, tu as les grilles de rémunération qui peuvent commencer à des centaines d'euros et monter facilement jusqu'à des dizaines de milliers d'euros, jusqu'à 100 000 euros, voire 200 000 euros. Et quand tu trouves une vulnérabilité, en fait, voilà, tu peux aujourd'hui décrocher jusqu'à 50 000, 60 000, 70 000, 70 000 euros, 70 000 dollars. Et en fait, du coup, cette pratique-là commence à être énormément démocratisée. Et du coup, moi, ça, je l'ai fait pendant pas loin de 3 ans et demi. Du coup, vraiment, je l'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, ça m'a permis à la fois énormément aussi d'apprendre vraiment tout ce qui était aussi attaque, de me confronter à des systèmes que je connaissais pas du tout, de monter aussi en compétences et surtout, on parlait aussi un tout petit peu du fait de se connecter, de trouver des clients et autres. Donc ça m'a permis aussi de me développer un sacré bon réseau, ce qui fait qu'aujourd'hui, des missions, c'est plus les gens qui vont venir à moi et puis en fonction après, si c'est intéressant de le faire. Sinon, l'autre moyen de se faire connaître quand t'as pas un peu, soit entre guillemets un peu cette notoriété là aussi, c'est juste de faire tes preuves ou tout simplement s'inscrire soit sur des plateformes ou soit faire un peu du coup du réseautage. Mais aujourd'hui, concrètement, dans la cybersécurité, il y a à boire et à manger, il y a énormément de choses à faire et vraiment du taf pour beaucoup, quoi. Concrètement d'ailleurs, pour la petite anecdote, aujourd'hui on estime un peu
le manque de bras, de ressources, à pas loin en fait de 20 000 personnes pour l'année prochaine, rien qu'en France, quoi. Sur la 20 000 en fait, personnes sur la cybersécurité, c'est quoi. génial. Ça, c'est des chiffres super importants, quoi. Ok. Et j'imagine qu'une autre façon, est-ce que ça t'est déjà arrivé de le faire, c'est que tu hackes et t'appelles une fois que tu as hacké? Enfin, quand je dis hacker, c'est que tu montres une vulnérabilité et puis tu contactes la boîte en disant j'ai remarqué ça, je vous conseille de... En fait, c'est vraiment une excellente question que tu posais. D'ailleurs, je voudrais un peu attirer l'attention sur ça. En France et en Europe, ça, c'est concrètement, c'est clairement interdit de faire ce genre de choses-là parce que déjà, tu sais pas du tout quelles vont être les personnes que tu peux avoir en face, comment elles vont réagir. Et c'est surtout, en fait, tu es un peu sous le coup vraiment de la loi, quoi. Par contre, personnellement, il m'est arrivé, en fait, alors que du coup, c'était pas du tout des boîtes qui avaient soit des programmes de bug bounty et autres, forcément, vu que je navigue comme tout le monde, comme toi, comme mon petit frère, comme d'autres personnes, d'être sur des applications ou sur des sites où là, en effet, parce qu'en effet, j'ai deux, trois petits outils qui tombent vraiment à chaque fois que je navigue. Et là, je me suis rendu compte de choses qui étaient un tout petit peu bizarres, donc j'ai regardé 5 minutes en plus, et en effet, là, j'ai trouvé d'énormes vulnérabilités, mais automatiquement, j'ai pris le temps de contacter de manière intelligente et intelligible les boîtes en disant attention, en remettant tout dans le contexte, déjà aussi un peu en me présentant, en disant voilà qui j'étais rapidement, que j'avais trouvé une vulnérabilité, que si ça les intéressait, voilà un tout petit peu. Et dans 90% des cas, vu que les gens aussi vont faire rapidement leur petite enquête, voir un peu qui je suis, soit ils rappellent ou soit ils prennent contact, et en effet là je le fais. Par contre j'ai aussi d'autres exemples où ça s'est beaucoup mal passé pour d'autres personnes parce que soit ne l'ont pas remonté directement, ou soit aussi en fait concrètement les personnes en face n'étaient pas prêtes pour ça, ils n'étaient pas aussi bien câblés et certaines d'entre elles hélas ont eu des soucis, quoi. D'accord, ok, donc c'est pas la bonne façon d'avoir des clients, quoi. Ok, ça absolument pas, quoi. Donc ça c'est surtout le cas vraiment de voir un peu soit les services toquer à ta porte aux 6 heures, faire une descente chez toi, quoi. Ouais, ok, je comprends. Alors on parlait, pour revenir juste rapidement sur la rémunération, parce qu'on parlait là, on a donné des exemples de primes par rapport au niveau de criticité des failles trouvées, etc. sur les bug bounty, mais sinon globalement en fait le système de REM quand t'es hacker éthique, c'est quoi? C'est quand t'es salarié, c'est un fixe, c'est très classique et... Ça va vraiment dépendre et des profils, de l'expérience, mais surtout aussi de ce que tu fais. Est-ce que tu vas plus faire de l'attaque? Est-ce que tu vas plus faire aussi de la rétro-ingénierie, du coup du reverse engineering? Ça aussi on en a pas parlé, mais c'est aussi un autre métier qui est très 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 intéressant dans la cybersécurité. Allez hop, on va prendre une autre métaphore. J'aime énormément les métaphores. C'est lors de la Seconde Guerre mondiale, une fois que tout s'est terminé, que les Américains, en tout cas les forces alliées, ont tenté un peu de comprendre comment étaient foutus un peu soit les avions ou soit les bateaux vraiment du coup des Allemands. Ils ont commencé par démonter pièce par pièce vraiment en fait l'entièreté de l'engin et ensuite essayer vraiment pendant qu'ils déconstruisaient en fait vraiment de redessiner un plan. Écoute, c'est aussi exactement pareil dans la cybersécurité. Parfois quand tu vas avoir un peu des virus ou des applications, que ce soit sous Android, sous iOS, pour comprendre un peu, vu que tu n'as pas le code parfois en clair là-dessus, il va falloir un peu que tu fasses ce qu'on appelle donc de la rétro-ingénierie, que tu essaies un peu de comprendre comment c'est fait derrière en faisant différentes techniques. Donc ça aussi, c'est un autre métier dans la cybersécurité qui est aussi très en vogue parce que ça permet aussi de mieux comprendre les cyberattaques, de mieux comprendre un peu les virus que certains groupes d'attaquants peuvent faire. Et donc pour revenir un peu à cette question de la rémunération, c'est vraiment totalement... en fait, il n'y a absolument rien qui est bien... qui est fixé dans la roche. Tout va aussi dépendre de la manière dont tu négocies ton contrat, mais ce qui est sûr et certain, c'est que lorsque tu sors d'école, quand tu as fait un peu de la cybersécurité, c'est 20 à 50 fois plus le salaire de base d'un ingénieur, quoi. Donc on commence à être vraiment très 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 bien, quoi. Mais clairement bien. Ouais. Bon, de toute façon, après, je trouve qu'il y a une équation qui est toute bête, mais c'est qu'à un moment donné, si vous gagnez 10 000 fois moins qu'un vrai hacker, qu'un hacker du mauvais côté de la barrière, et à mon avis, tu vas avoir un problème pour recruter des hackers éthiques, quoi. Donc il y a forcément un calcul. Et là, ça aussi, c'est un autre sujet aussi qui fait énormément de débat. En France, on est vraiment très bon en cybersécurité, mais hélas, il y a beaucoup vraiment de bons gars qui aujourd'hui bossent directement soit pour Microsoft, pour Google et autres, ou pour d'autres pays, parce que il n'y a pas forcément cette attractivité-là, et que le métier aussi vraiment de hacker, d'ingénieur en cybersécurité, c'est encore très nouveau. Et ce qui est aussi très compliqué, c'est que surtout les grosses boîtes veulent encore prendre, tu vois, un peu du coup des personnes comme moi, les mettre dans des cases, alors que ça, tu vois, c'est vraiment no way, quoi, c'est pas du tout possible, quoi. Et parfois, en effet, ça bloque un peu, quoi. Quand tu dis le mettre dans les cases, c'est-à-dire vous recrutez, vous donnez une seule et même mission, c'est ça, alors que vous êtes un plutôt électron libre à vouloir à garder votre indépendance, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Du coup, en fait, il y a un tout petit peu de ça sur des missions uniques ou soit aussi en fait, un peu du coup dans des cases un peu d'ingénieur classique, alors que c'est pas du tout ça, quoi. Et enfin, du coup, dans des anciennes missions ou métiers, du coup, je me suis énormément battu pour ça et puis essayer aussi de faire avancer les choses en disant, bah, non, en fait, du coup, c'est pas comme ça que ça fonctionne et il y a aussi besoin un peu de faire évoluer les process par rapport à ça, quoi. Ok, ça marche. Alors, on a parlé au tout démarrage de la formation, mais en fait, là, je te repose des questions parce que je trouve ça quand même intéressant. J'imagine que c'est un métier forcément qui évolue chaque jour, chaque minute, puisque à chaque fois qu'on trouve une solution, des nouveaux trucs de prévention, bah forcément, tu as toujours des malins qui vont s'amuser à les contourner. Donc, La base. c'est de la veille continue, j'imagine, non comment ça se fait, ce travail-là de formation? Est-ce que ça veut dire que vous devez observer les méchants, entre guillemets, pour apprendre à suivre leur évolution et pouvoir les contrer? Comment ça se passe? Ah, le sujet de la veille, c'est encore un autre truc totalement à part entière. Et puis moi, je fais de la veille différemment. En tout cas, j'essaie de faire de la veille de manière intelligente. Bah, déjà parce que, comme tu disais, hein, c'est un flot assez monstrueux d'informations, de techniques à suivre, de personnes, de groupes et autres. Et donc, ce que j'ai fait maintenant depuis quelques temps, c'est que, bah, vu que j'aime énormément coder en fait de petits trucs, et surtout sur les canaux Telegram, donc j'ai codé un petit outil en fait, un petit bot, un petit robot qui va vraiment amener de l'information de elle à moi et pas moi vers l'information. Et donc typiquement, je suis bah, sur des canaux qui sont soit les canaux arabes, soit les canaux russes, soit les canaux chinois, même si en fait je ne lis pas encore très 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 bien ces langues-là. Donc ce que je fais, c'est que bah, je retranscris un tout petit peu bah, dans l'anglais. Et ensuite, ce que je vais faire dessus, c'est que je vais faire un peu bah, du pattern matching. Donc quand je vais voir un tout petit peu apparaître certains mots-clés qui, moi, vont être beaucoup plus prompt à ce que je vais faire, bah, soit pendant cette période-là, soit dans cette semaine-là ou autre, automatiquement, je vais avoir un peu une alerte qui va me faire attention, bah là, tu devrais automatiquement voir ça parce que il va forcément avoir quelque chose autour de ça. Sinon, il y a d'autres manières de faire un peu de la veille, ça peut éventuellement intéresser d'autres personnes ou même toi, de manière concrète, tu peux utiliser ce qu'on appelle vraiment, du coup, le Google Alerts, qui est en fait très pratique et très performant. Par contre, ça, pour le faire, ce que je recommande, d'ailleurs, quand je donne un peu ce type de formation-là ou autre, c'est vraiment de créer une adresse mail dédiée. Donc, cette adresse mail-là, qui va vraiment être dédiée, du coup, tu vas la paramétrer et en fonction un peu des mots-clés que tu auras mis, tu vas pouvoir un peu avoir soit une périodicité, je sais pas, en fait, sur la demi-journée ou sur la journée. Donc, automatiquement, donc, Google va t'envoyer donc ces articles-là qui sont parus. Donc, ça peut être, par exemple, sur Rennes, sur Paris, sur Besançon ou, je sais pas, un peu, soit en Afrique ou que sais-je d'autre. Ça peut être ça. Sinon, aussi, tu peux faire un autre travail qui est juste énorme aussi. Tu peux trouver une mine d'informations assez monstrueuse sur LinkedIn et sur Twitter. Et donc, ça aussi, pour le faire, tu peux utiliser ce qu'on appelle en fait des mots-clés, donc des opérators, qui vont te permettre vraiment de pouvoir cibler spécifiquement de l'information et de l'amener vers toi, quoi. Et donc vraiment le sujet de la veille aussi, bah, du coup j'adore ça, mais au-delà vraiment de ça, ce qui moi m'intéresse, c'est la manière dont on va pouvoir un peu aller récupérer facilement l'information. Et moi je me dis que du moment que tu peux consulter l'information sur un écran de téléphone, sur un ordinateur portable avec ta souris, avec ta molette, cette information-là, tu peux la récupérer de manière programmatique. Et c'est là où ça commence à être intéressant. Ouais, c'est-à-dire que là, en fait, tu as quelqu'un qui bosse pour toi, qui te fait le filtre pour t'amener à toi que l'information qui est la plus importante, quoi. En gros, c'est ça ton algorithme, quoi. C'est ça. Ok, enfin, c'est Google Alert, mais sauf qu'à mon avis, c'est pas les mêmes sources d'informations que Google, quoi. C'est ça? Voilà, En gros. voilà, Ouais, voilà. j'ai compris. Là, on est encore vraiment à un autre niveau où là, tout à l'heure, tu parlais un peu bah, comment tu fais pour suivre bah, les attaquants, les personnes. Bah, je suis sur différents groupes, différents forums où là, en effet, bah, tu vois, là-bas, il y a que des gars. Ce qu'ils font du matin au soir, du soir au matin, c'est qu'ils vont parler un peu de cyberattaque, de comment ils vont attaquer ça ou de comment ils ont fait pour rentrer ça. Et ça te permet toi aussi, du coup, de venir réajuster aussi bien ton workflow, aussi bien tes outils, mais aussi parfois aussi de récupérer bah, leurs outils d'attaque, de les analyser pour venir proposer d'autres contre-mesures à tout ça, quoi. Bah pour moi, c'est un peu comme les flics et les voyous, quoi. Si un flic, il sait pas comment résonne un voyou, il chopera jamais un voyou, quoi. Enfin, pour moi, c'est un peu la même logique, quoi. En tout cas, le parallèle que je peux faire, quoi. Ouais, super intéressant. Et alors, en termes de... Ça fait combien de temps que tu bosses dans ce métier? Ça va bientôt faire 10 ans. 10 ans. Ah ouais, quand même 10 ans. Ok. Et est-ce que tu as vu, toi, une évolution dans ce métier déjà, sur les 10 dernières années? Ah bah, l'évolution, elle commence à être de plus en plus flagrante en France et en Europe. Il y a encore 5 ans, tu parlais bah, des cyberattaques. Personne ne savait. Pareil aussi, tu venais un peu parler à des décideurs de cybersécurité et autres. Ok, on t'écoutait, mais sans réellement t'écouter, quoi. Alors que depuis vraiment concrètement bah, le Covid a eu du mal, mais aussi beaucoup beaucoup de bien.
aujourd'hui, tout le monde est vraiment au fait de ça. Tout le monde a déjà entendu parler, entre autres des hôpitaux qui sont fait attaquer, même si c'est totalement discutable sur vraiment le fait de le faire en pleine pandémie, sachant que derrière, tu as vraiment des vies aussi qui sont impactées concrètement. Mais concrètement, ouais, il y a vraiment une vraie évolution. Mais là, cette évolution-là, elle n'est pas totalement partielle. Aujourd'hui, une des choses que je regrette les plus, mais pour lesquelles j'essaie concrètement aussi de m'investir sans pour autant attendre, c'est vraiment par rapport à la cyber-éducation. Vraiment, en fait, où c'est ce fameux permis cyber comme je l'appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, on a nos enfants qui sont totalement nés avec le numérique, qui utilisent d'ailleurs un peu trop et d'ailleurs un peu mal, mais surtout, en fait, moi, une des choses d'ailleurs qui me marque et qui me frappe le plus, c'est que des CM2, des 6e ont une utilisation des réseaux sociaux, ont une utilisation de l'Internet qui est proche de celle d'adolescents, voire en fait d'adultes, quoi. Et tu as quand même en fait un vrai dysfonctionnement autour de ça. Et aujourd'hui, qu'on parle certes d'une progression au niveau de la cybersécurité, mais par rapport sur ce point-là, il y a encore très 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 peu de choses qui sont faites, quoi. Ouais, je pense qu'il y a un petit côté flippant quand tu dis ça et t'es sûrement 10 milliards de fois moins naïf que nous, même en étant parents, quoi. Et alors justement, tu parlais du Covid. Moi, je me dis que vis-à-vis des entreprises, il y a un truc qui a dû être énorme, c'est le télétravail où tout a dû se faire en 24 heures. Autant te dire qu'à mon avis, tous les niveaux de sécurité ont été pétés pour toutes les entreprises qui n'étaient pas prêtes, parce on est tous partis avec notre ordinateur sous le bras. Il n'y avait rien de préparé avec tous les logiciels, etc. Bref, c'était une mine d'or, non, pour attaquer les boîtes pendant le Covid et le télétravail. Et ça, pour moi, c'est une vraie évolution dans votre métier, dans la nécessité de revoir tous les systèmes de sécurité, non ? Et écoute, le Covid a pu montrer différentes choses. La première chose, c'est que toutes les boîtes, toutes les entreprises, toutes les personnes qui pensaient être prêtes se sont rendues compte qu'elles n'étaient absolument pas. Le Covid a aussi montré autre chose, c'est que plus que jamais, il y a une vraie fracture numérique en France. Hein. On est quand même en France, 6e puissance mondiale, avec quand même en tout cas, un fort taux vraiment de numérisation. Et finalement, il y a quand même vraiment une énorme fracture qui était là. Les prochains enjeux là qui vont venir dans les semaines, dans les mois à venir, ça va vraiment être de pouvoir réajuster ce niveau-là, histoire quand même de se rendre compte que on peut beaucoup mieux faire. Mais concrètement, pour les attaquants, mais ça a vraiment été du coup le pied, quoi. Du pain béni, quoi. Pour la simple, mais totalement, pour la simple et bonne raison que tout le monde, absolument personne n'était préparé, et surtout quand tu es en télétravail, tu ouvres quand même beaucoup plus de flux vers le cœur même de l'entreprise, ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué à gérer, quoi. Ce qui fait que les cyberattaques ont juste explosé pendant le Covid et encore aujourd'hui, quoi. Ça m'étonne pas du tout. Et ce qui m'a fait tilter, c'est quand la dernière fois j'ai voulu faire une interview avec Victoria qui bosse à la NASA, et en fait ça n'a pas marché. J'ai dû passer par Chrome. Enfin, je sais plus comment on avait fait. On était passé par Zoom parce que Zencastr c'était impossible, quoi. C'était pas reconnu, quoi. Tu vois. Voilà. Et donc c'est là où j'ai bien vite compris que nous on utilisait des outils qui n'étaient pas du tout, on va dire, propres si on veut faire les choses dans un environnement très sécurisé, quoi. Ouais. Très clairement. Et après ça, juste aussi pour rebondir là-dessus, en fait, c'est assez intéressant de savoir que aujourd'hui, on va quand même beaucoup plus privilégier la facilité, peut-être parce qu'en fait, tu vois, ça va être énormément diffusé, alors que c'est pas normalement les bons outils qu'on devrait utiliser, quoi. Ouais. Et c'est là où la sensibilisation, c'est ce que tu disais, au sein d'une entreprise peut être vachement importante, en disant aux utilisateurs, mais faites gaffe dans la façon... Parce que nous, on est les premiers à râler quand tu as un ordinateur d'entreprise et il faut le code admin de la DSI pour télécharger un nouveau logiciel. Mais moi, combien de fois ça m'a gavé? À chaque fois, je râlais en disant, mais qu'est-ce qu'ils sont chiants de verrouiller les ordinateurs? Et bon, exactement pour la raison que tu évoques. Et je me doute bien, mais bon, ça me saoule quand même. Bref, alors... Passons à quelques petites questions personnelles. Déjà, première, j'aimerais bien savoir pourquoi tu as choisi le bon côté de la force, le bon côté des Jedi. Voilà, j'ai même vu le white hat par rapport au black hat. Bref, pourquoi tu as choisi ce côté-là et quelles étaient tes convictions au moment de faire ces choix-là? Plusieurs. J'en ai déjà commencé à en évoquer certaines. Déjà, le fait d'être tombé sur des gens... qui ont clairement su un peu me prendre la main, vraiment me montrer le chemin, en tout cas vraiment qui était vraiment du bon côté. Puis après, ça a aussi été un vrai cheminement personnel, de se rendre compte qu'on pouvait, en fait aujourd'hui concrètement, que j'avais un vrai impact dans ce que je faisais, vraiment les missions sur lesquelles je pouvais intervenir, mais surtout aussi les personnes que je pouvais rencontrer, et surtout
influer et influencer un peu leurs décisions, que ce soit surtout, là je parle plus en fait de décideurs de plus en plus que je rencontre en disant concrètement quand vous allez un peu prendre une loi, une décision, ça peut avoir un vrai impact soit en fait soit sur ta vie, soit sur celle de tes enfants, soit sur celle de mon petit frère, de mes parents en fait, mais concrètement quoi. Et derrière en fait tout ça fait que forcément quand tu es aussi un peu dans un cercle vertueux, c'est très compliqué de te dire je vais un peu utiliser ce que je sais faire à mauvais escient, et puis finalement je pense que je ne trouverai pas autant de plaisir à faire un peu, tu vois, des trucs qui sont pas très 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 Et, white quoi. et du coup, c'est marrant ce que tu dis parce que je crois que c'est une phrase que tu as dit, mais en tout cas, tu parlais de ça, il me semble, dans une des vidéos en disant que tu aidais à sécuriser aussi la démocratie. Enfin, il y a quand même une notion un peu d'éthique qui est super importante et, une façon en fait de sécuriser notre liberté, quoi, aussi. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, plus on avance, plus tu te rends compte que le monde il est fou, le monde il avance à 10 000 et on a quand même besoin parfois d'avoir un peu des lieux qui soient un tout petit peu de sécurité, aussi bien en fait au niveau de notre démocratie. En fait, on parle aussi un peu de la démocratie, mais aujourd'hui, je sais pas si tu te rends compte, mais il y a, on n'en a pas parlé, mais concrètement par rapport aux fake news, par rapport aussi à la masse, mais innombrable et indénombrable en fait d'informations que l'on reçoit en une seconde, en une minute, ce qu'on peut voir un peu passer sur Twitter, qui a parfois en fait de vrais impacts au niveau du quatrième pouvoir, qui sont un peu les médias qui vont relayer ça. Et pour certaines personnes, ce que je veux dire, ça n'a absolument rien de péjoratif, mais pour certaines personnes qui ont peut-être un peu moins de recul par rapport à une information, par rapport en fait à son appréciation, à la critiquer positivement ou négativement, mais ça peut vraiment avoir en fait des répercussions, mais totalement dramatiques, surtout en période électorale où, Ouais. du coup, il y a eu énormément d'exemples, entre autres avec Cambridge Analytica, beaucoup plus proche de nous en France en 2017, là encore avec les élections qui vont se passer. En fait, il y a vraiment des choses aussi, si tu sais pas, donc pouvoir un peu donner un espace assez safe par rapport vraiment à cette cybersécurité-là, en fait, à la démocratie. Voilà, Ouais, c'est chaud, quoi. ce qui est super flippant, c'est quand tu dis que c'est certaines personnes qui n'ont pas de recul, mais enfin, tu as quand même des grands médias nationaux qui se sont fait avoir et qui ont gobé eux-mêmes des fake news et les ont relayés. Hein. Quand tu vois ça, tu te demandes quand même, je suis pas sûre qu'il y ait une vraie frontière entre les gens qui ont du recul et ceux qui n'en ont pas. On peut tous se faire avoir, effectivement. Bon, alors, une question débile, mais tu as encore des potes où tout le monde te prend pour un psychote? Moi, j'aurais la truc que tu me enfin, que tu me traques et tout. Est-ce que t'as déjà eu des questions comme ça? Ouais, totalement. Et d'ailleurs, ça, je vais te répondre. Je pense que ça, je l'ai jamais dit, mais je l'ai fait une fois, et ça, depuis, du coup, je le referai plus du tout. Mais en plus, c'était un peu à l'époque, je discutais en plus avec en fait du coup, on a refait une demoiselle, donc j'étais vraiment en train de lui juste ouvrir les yeux, voilà, sur le fait qu'elle avait beaucoup de choses à cacher. Elle me répondait que j'avais rien à cacher. Ah d'ailleurs, juste avant ça, j'aimerais bien te poser la question à toi et peut-être aussi, tu vois, aux auditeurs qui vont nous écouter. Est-ce que tu penses que t'as rien à cacher? Non, mais tu me l'as déjà posé quand on avait fait l'entretien préalable et je t'avais dit oh, Et ben non, voilà. rien du tout. Et en fait, Et je crois que tu m'avais posé une deuxième question. J'avais en fait, si. En fait, voilà. si. Mais on a tous Et en des fait, trucs à cacher. Pas des trucs graves, mais des trucs qu'on n'a pas envie de les exactement. partager. C'est ça. Et juste par rapport à ça, du coup, pour reprendre un peu cette anecdote-là, du coup, qui marche très bien, toutes les personnes tu vois, qui vont un peu te dire, bon, j'ai rien à cacher, vraiment fait, du coup, t'as différents tests, différentes mises en situation, mais j'aime bien celle un peu du téléphone en disant, bon, est-ce que t'es prêt, en fait, juste à prendre ton téléphone, à le déverrouiller et à montrer les 5 derniers messages que t'as envoyés ou t'as reçus, ou juste aller dans tes mails, en tout cas, au niveau de ton réseau social préféré. Et bizarrement, même si t'as absolument rien à cacher, que tu vois que t'es pas du tout bizarre et autres, automatiquement, tu vois, ça te calme un tout petit peu. Ouais, mais non, tu vois, j'ai pas trop envie quand même qu'on sache un peu ce que je fais. Juste ça. Et du coup, pour revenir un peu à la question que tu posais, et du coup, j'étais un peu en train de l'ouvrir les yeux, et du coup, je fais, ok, très bien, tu me crois pas. Et j'avais pris 10 minutes, et en 10 minutes, j'étais parvenu quand même à lui sortir des choses, mais totalement folles. Et en vrai, elle avait totalement flippé, c'était même mis à pleurer. Et du coup, depuis lors, je me suis promis de plus jamais faire ça, en tout cas, pas en dehors du boulot pour certaines missions, quoi. Ouais, voilà. Mais oui, tu vois, j'ai toujours autant de potes, et d'ailleurs, petite fun fact ou pas, c'est que quand je me présente, jamais je dis que je m'appelle Clément Domingo, et jamais je dis que je fais de la cybersécurité, tu vois, je raconte qu'on a fait des conneries parce que, déjà parce que je trouve qu'on n'a pas besoin de se présenter par le prisme du métier, de ce qu'on fait, parce qu'on peut découvrir une personne de énormément d'autres manières, et ça permet aussi, surtout aussi, voilà, d'être un peu plus créatif pour trouver des choses, mais voilà, jamais je le dis, quoi. Enfin, du coup, mais assez rapidement, voilà, les gens savent un peu ce que je fais, certains psychotes, mais non, certains sont plutôt contents de m'avoir comme pote, tu vois.
Ok, ça va alors. Bon, alors, autre question, tu te rends visible dans les médias. Et pourquoi tu as fait ce choix de ne pas rester discret? En même temps, tu es du bon côté de la barrière, donc a priori, tu n'as pas besoin de te cacher, mais est-ce que à l'inverse, ça peut avoir des inconvénients de te rendre visible? Et bah totalement, dont certains dont je ne parlerai pas ici parce que il y a de vraies répercussions. Je pourrais éventuellement t'en dire deux trois mots en off. Mais pour répondre à la question, encore très longtemps, je m'étais dit que ça ne servait à rien du coup de parler dans les médias, mais vu que parfois je voyais un peu, parfois qu'il y avait des inepties, mais vraiment de grosses sottises qui étaient dites, mais surtout aussi si on avait un peu envie, entre guillemets, de casser cette image-là, de démystifier cette image vraiment du hacker, du gars vraiment qui va être, ou vraiment aussi de la femme suite à capuche dans son garage, totalement reclus, sans amis, assez weird, qui fait vraiment des trucs pas du tout bien, et vraiment avoir cette image très négative du hacker, fallait un tout petit peu parler, briser le silence. Et il y a d'autres personnes qui sont aussi du bon côté de la force qui ne parlent pas forcément, mais en tout cas, voilà. Moi, ça a été plus un choix très personnel, mûrement réfléchi et qui commence petit à petit à porter ses fruits parce que je reste totalement persuadé qu'il y a aussi besoin un peu de vulgariser, vraiment, en fait, d'expliquer à les personnes que non, tu vois, on n'est pas du tout les personnes là qui vont être là pour piller tes données, aller les revendre, mais bien au contraire, être là pour être un peu un espèce de système un peu immunitaire. Il y a encore une autre petite euh, formule que j'aime bien en disant voilà qu'aujourd'hui on a énormément entendu parler un tout petit peu des gestes barrières et autres. Enfin, si je devais prendre une petite métaphore, c'est un peu de dire que les anticorps sont au système immunitaire, ce que les hackers sont à Internet, tu vois. En fait, on va plutôt être là pour aider à comprendre, aider un peu à sécuriser, aider en fait un tout petit peu du coup à ouvrir les esprits, à démystifier, mais aussi un peu à éduquer, mais aussi concrètement inspirer, tu vois, des jeunes aussi en leur disant allez-y, je sais pas, faites des études ou au contraire, soyez curieux, enfin, démonter les systèmes et faites-le, mais tout ça vraiment pour la bonne cause, parce qu'il y a énormément de choses à faire, que les objets connectés sont en plein boom, l'hyperconnexion en plein boom, et il y aura vraiment besoin de personnes aussi pour comprendre ça, pour maîtriser tout cela, quoi. Ouais, c'est génial. Ok, on va reparler justement de tes initiatives au-delà de ton métier. J'ai une dernière question, c'est est-ce que tu as déjà été est-ce que tu as déjà été dans des situations un peu borderline, tu vois, tu découvres des infos qui sont pas correctes, par exemple, en fouillant dans les données des entreprises, pas en fouillant, mais tu vois, tu tombes dessus, tu tombes sur des dossiers confidentiels, enfin, bref, est-ce que tu as déjà eu à un moment donné peur? Est-ce que tu te fixes des limites et une dernière question, c'est pour qui tu refuserais de travailler? Et Joker pour juste les questions avant, et la seconde, ah ouais, non, clairement, ça c'est pas du tout le genre de choses à Joker. Et l'autre, j'ai déjà refusé des contrats de boîte voilà, qui me proposaient des choses parce que pour la simple et bonne raison qu'ils n'étaient pas du tout en adéquation avec moi, ce que je porte, les valeurs que je porte. Et je sais que si j'avais accepté ces contrats-là, à un moment donné, je serais un peu amené à faire des choses que je regretterais totalement, qui n'étaient pas du tout éthiques, qui n'étaient clairement pas du tout éthiques, quoi. Voilà. Ok. Bah, merci de ta réponse. Alors, du coup, on passe aux activités. J'en ai lu plusieurs, mais je pense que tu vas sûrement me dire si tu as d'autres choses. J'ai vu que tu organisais déjà une compétition Breads CTF, déjà, pour commencer. Je voudrais qu'on reparle aussi de Cyber Africa Forum, qui est tout frais et tout récent, puisque tu en reviens. Et puis, je sais que tu as beaucoup d'initiatives pour sensibiliser le grand public, mais aussi les ados. Donc voilà, est-ce que tu peux me parler un peu de tout ça et... Oh, non, je pense qu'on va juste en prendre deux. Enfin, du coup, après le reste, on s'en fout un peu, mais juste en prendre deux, peut-être les mettre rapidement en lumière. Donc, je pense la première, d'ailleurs, qui est toute fraîche, et d'ailleurs dont tu parlais un peu là à l'instant, c'est le Cyber Africa Forum. Jusqu'ici, enfin, en fait, l'Afrique, c'est encore un terrain qui est assez vierge, qui est en plein boom, futur Eldorado numérique, t'as beaucoup de choses, mais en termes de cybersécurité, et ce que je vais dire encore, c'est pas du tout péjoratif, c'est juste un constat. L'Afrique est peut-être 10 ans en arrière en cybersécurité, voire beaucoup plus, quoi. Donc il y a énormément de choses à faire, et donc le Cyber Africa Forum, c'était un peu une première initiative, on va dire, assez sensible à celle du FIC, qui est le Forum international de la cybersécurité, ici en France et en Europe et dans le monde. Le but, c'est vraiment de rassembler différents partenaires, différents décideurs, voilà, de les faire communiquer entre eux. Et donc là, lors de cette première édition, j'étais extrêmement impliqué dans l'organisation parce que j'ai organisé à l'intérieur un événement technique pour permettre aussi un peu aux jeunes, à la jeunesse africaine de pouvoir concrètement montrer ce qu'elle avait totalement des talents et des compétences à faire valoir. Fait aussi partie d'une table ronde, et surtout à toute fin on a eu la chance de faire une démo de live hacking devant des officiels
qui étaient vraiment là. Donc ça a vraiment été un énorme succès. Et donc ça, c'est un peu venu conforter pas mal de choses que j'avais, mais vraiment au-delà des attentes que j'avais très clairement, quoi. Et donc là, ça laisse vraiment de très 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 belles initiatives à venir. Et donc déjà, des projets qu'on a commencé avec les personnes qu'on a pu rencontrer là-bas. Donc ouais, et puis vraiment le fait de pouvoir me dire, je vais aussi m'engager de manière très concrète pour l'Afrique et pas tout simplement voilà un peu dire je fais de la cybersécurité finalement, mais vraiment de manière très concrète pour l'Afrique, aussi bien venir mettre en place des lois, transposer un peu les choses que j'ai pu voir ici dans mes différentes expériences, dans mes différents domaines gouvernementaux, militaires, grandes entreprises et autres, mais vraiment pouvoir le faire là-bas, ça me tient beaucoup à cœur. Et la deuxième qui elle est peut-être encore beaucoup plus personnelle et où il n'y a pas aujourd'hui énormément d'initiatives, c'est vraiment on va dire un peu la cyberéducation et l'éducation en particulier par rapport au jeune public. Aujourd'hui, tout à l'heure, j'en parlais, les jeunes, presque aujourd'hui, tous les jeunes à partir du collège, 6e, 5e, ils vont être les premiers à demander un téléphone aux parents et parfois c'est très compliqué pour que les parents vraiment ne cèdent pas à ça. Sauf que à côté de ça, il n'y a pas forcément les bons réflexes, les bons moyens, les bons outils qui sont donnés en fait, aux enfants. Déjà parce que les parents eux-mêmes ne savent pas comment réagir à ça. Et surtout, quand on commence un peu à pousser la réflexion, ça commence à être très compliqué parce qu'assez rapidement, on va tomber un peu aujourd'hui sur un phénomène qu'on entend de plus en plus parler, un peu, c'est le cyberharcèlement. Mais concrètement, comment ça fait et autres. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être des choses à faire là-dessus avec mon petit passé, mais quelques compétences vraiment de pouvoir donner un peu de mon temps, d'aller dans des écoles, d'aller rencontrer beaucoup plus des CM2, des 6e, des 5e, des 4e, faire vraiment des ateliers très concret avec eux. Et en fait, le but, tu vois, c'est pas de venir en mode, moi je sais pendant 2 heures et autres, je parle, en fait, tu t'es. Enfin, pour ça, en fait, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Je pense que d'autres personnes le font. Ok, c'est très bien, mais moi, c'est pas du tout mon but. Là, vraiment, le but pendant cet atelier-là, de 1h30, 2 heures, c'est d'aller voir les élèves. Donc, déjà, de leur poser six questions de manière assez globale pendant 15 minutes. Voilà, ils se retrouvent en petits groupes de 9 ou 10, puis après faire une mise en commun, mais ne jamais rebondir sur ces 6 questions-là. Mais après, à la fin, quand tout le monde a fini, venir un peu pointer parfois des choses très drôles, parfois des choses beaucoup moins fun ou beaucoup moins ou fausses qu'ils ont dit, mais juste en fait essayer de leur faire comprendre le pourquoi du comment concrètement par rapport un peu au contrôle parental. Les réponses qui sortent, c'est que en fait c'est hyper chiant, les parents en fait mettent ça pour nous fliquer et autres, et du coup forcément moi ça me fait sourire, et à la fin tu vois je vais essayer un peu de rectifier en disant non, c'est pas du tout ça, faut pas du tout le voir comme ça, au contraire voilà un peu comme un outil qui va te permettre de naviguer beaucoup plus sereinement, beaucoup plus sûrement sur internet, et puis vraiment faire ça, puis après commencer à parler par rapport à leur identité numérique. L'identité numérique, on n'en a pas parlé, mais du coup les ados, et je pense toi aussi tu dois avoir voire une adresse qui est un peu unique, en plus explicitement où on peut vraiment t'identifier. Alors que le but, tu vois, c'est pas du tout d'avoir concrètement, enfin moi, en bas, chez mon caviste, quand je vais le voir, ok, j'achète mes bouteilles, mais quand il me demande un peu mon compte, du coup, j'ai donné, tu vois, un nom féminin, quoi. Ok, la première fois, ça l'a totalement choqué, et tu vois, il est un peu resté en mode Ouais. un peu buggé, mais après, tu vois, en fait, il s'y fait, quoi. Et en fait, l'identité numérique, c'est un peu d'avoir maximum, allez, minimum 2, maximum 3, qu'on est vraiment une personne lambda. Ça permet vraiment de bien différer, de cloisonner entre guillemets, et surtout de ne pas avoir une adhérence très prégnante au système, ce qui fait que lorsque notre adresse mail se fait pirater ou autre chose, on peut pas remonter directement à nous, quoi. Et vraiment l'adresse mail principale, nom, point prénom, @gmail ou ce que tu veux, c'est là tu vas juste la dédier je sais pas, aux impôts, au gouvernement et autres, et après tout le reste, tu prends vraiment des trucs qui n'ont rien à voir, quoi. Donc voilà, cette initiative-là qui, elle, me tient beaucoup plus d'aller un peu sensibiliser ces jeunes-là à tout ça, et puis petit à petit ouvrir leur cerveau à la cybersécurité, mais aussi à tout l'espace numérique. C'est vraiment des initiatives top. Et du coup, c'est une super transition aussi pour qu'on fasse une petite pause dans notre interview pour que je glisse quelques questions-réponses que vous avez pu échanger avec Ange. Alors évidemment, c'est pas l'interview complète, et pour ça, pour l'écouter en entier, je vous invite à vous rendre sur le podcast Teens tenu par Ange. Je mettrai les liens à la fin dans la présentation de l'interview. Allez, place aux quelques questions qui étaient très différentes de celles que j'ai pu poser jusqu'à maintenant. Dit qu'il y avait des missions pendant lesquelles comment ça s'appelle, le bon et le mauvais côté étaient la limite était très proche entre les deux. Est-ce que tu as un exemple? Ouais, j'ai beaucoup d'exemples. Une fois, on était en train de faire ce qu'on appelle un test d'intrusion, donc c'est de tester un peu la sécurité, du coup d'une banque. En plus une banque, qui était à la fois en France et dans toute l'Afrique du Nord, et on avait trouvé une grosse vulnérabilité qui nous permettait
de faire des transferts comme on voulait, quoi. Et tu vois, concrètement, ce truc-là, quand on a vu ça, on était vraiment en mode mais non, sérieusement, on peut faire ça. Et tu vois, concrètement, on aurait pu garder cette vulnérabilité-là le soir même, mais en fait, aller faire énormément de transferts et personne ne serait remonté jusqu'à nous, quoi. Et tu vois, on l'a pas du Mm. tout fait parce que vraiment, il y a cette notion d'éthique-là et un tout petit peu ce que je te disais un tout petit peu avant. Et après, il y a aussi encore énormément d'autres petits exemples comme ça, mais vraiment l'exemple de la banque, c'est un des exemples parmi tant d'autres, quoi. Est-ce que tu as un but ultime ou tu fais juste ça pour le fun ou... Non, parce qu'aujourd'hui déjà, je vis de mon métier, donc je suis, passionné par ça et j'ai la chance donc, d'en faire aussi mon métier. Mais, peut-être pour répondre plus à ta question, le but ultime, ce serait quand même un peu de faire, adopter les bonnes pratiques, les bonnes notions de la cybersécurité au plus grand nombre de personnes, ce qu'on appelle plus à la société civile. Donc ça peut passer un peu par déjà, toi, tes parents, tes frères, tes sœurs, tes amis, en fait, leur faire comprendre que lorsque tu vas naviguer sur internet, il y a des choses à faire, il y a des choses aussi à ne pas faire. Lorsque tu vas être aussi sur internet, du coup, tu peux, soit décider de te protéger ou soit décider de ne pas du tout te protéger, auquel cas, tout le monde va savoir ce que tu faisais. C'est comme si, dans la vraie vie, quand tu sortais un peu du collège, il y avait une personne, qui te suivait, qui savait exactement quels étaient tes goûts, ce que tu aimais un peu manger, dans quel resto tu allais. Je pense que ça te dérangerait un tout petit peu. Sur internet aussi, si tu ne prends pas le temps de te protéger, tout le monde peut savoir ce que tu fais. Donc là, peut-être un peu que le but ultime, ce serait vraiment de faire, adopter ces bonnes pratiques-là, ces bons réflexes-là, du coup les cyber-réflexes, au plus grand nombre de personnes, Mais quoi. en réalité, c'est quoi le dark web? Ah, le dark web, c'est tout ce que tu ne peux pas voir directement. D'ailleurs, pour la petite, information et la petite anecdote, aujourd'hui, quand tu vas taper quelque chose sur Google, donc directement, en fait, dans Bing, en tout cas dans les différents moteurs de recherche, tu ne vas avoir accès qu'à 7 à 10 de l'information. Et déjà, en fait, avec 7 à 10 tu trouves que c'est énorme, alors que vraiment, en fait, la grosse partie de l'information va se trouver sur le dark web, sur le deep web, qui sont aussi d'autres terminologies. Et en fait, le dark web, le deep web, c'est vraiment, l'autre internet, un peu la partie qui est totalement, émergée, immergée autant pour moi du coup, de l'iceberg qu'on ne voit pas du tout, où tu as le plus d'informations, le plus de choses, critiques, parfois aussi des choses qui sont pas du tout bien et c'est là en fait que tout se passe, quoi. Et donc en fait vraiment le dark web, c'est vraiment ces réseaux-là qui ne sont pas du tout accessibles directement avec un navigateur classique et donc là pour avoir accès à ce type d'informations-là, ce type un peu de réseau-là, faut passer par des logiciels spécifiques comme Tor par exemple, que tu as forcément dû entendre parler ou pas. Est-ce qu'il faut avoir peur de la technologie? Oh, là ce serait un peu une réponse beaucoup plus mitigée parce que la technologie, aujourd'hui, elle fait vraiment, des miracles pour beaucoup, beaucoup de personnes qui sont, aussi bien dans le domaine de la de la médecine, enfin surtout dans le domaine de la médecine, mais aussi, juste pour rapprocher les gens par rapport à beaucoup de choses. Mais aussi si on ne prend pas vraiment le temps, d'expliquer, d'être un peu vertueux par rapport à la technologie, on peut totalement, se perdre à l'intérieur et c'est là où les vrais problèmes peuvent commencer, quoi. Je vais prendre un exemple très simple. On entend parler de plus en plus des voitures autonomes. OK, les voitures autonomes, c'est très bien, on va plus passer le permis, mais demain, si c'est mal pensé, si c'est mal construit, rien n'empêche un peu un hacker, un pirate de prendre le contrôle sur ça et vraiment en fait de faire, crasher énormément de voitures, les unes entre, en fait les unes avec les autres, quoi, tu vois? Donc vraiment le but c'est d'être, vertueux, de penser vraiment à ce qu'on fait et toujours, avoir, des barrières éthiques pour ne jamais, tomber, dans le côté assez obscur de la force. Et est-ce que les réseaux sociaux sont invulnérables? Faut aussi se dire que nos données sont pas forcément très protégées sur les réseaux sociaux. Et pas du tout, bien au contraire, les réseaux sociaux sont même beaucoup plus, vulnérables que d'autres choses pour la simple et bonne raison déjà que tu as des milliers, des millions et des milliards d'informations qui s'échangent, tous les jours. Vraiment un système d'information, que ce soit chez Facebook, chez TikTok, sur Snapchat, sur Instagram, Omegle, en fait, tout ça, en fait, qui sont vraiment, énormes. Ce qui fait que vu que ils font aussi ce qu'on appelle un peu du développement, en continu, donc tu as encore et encore et encore, du coup, des choses qui s'en font. Ce qui fait que à chaque fois que tu vas rajouter quelque chose, tu potentiellement pas du tout à l'abri d'une petite, porte, une petite faille qui va s'introduire et donc forcément des hackers, des chercheurs en cybersécurité qui vont trouver la vulnérabilité et donc, accéder à tes données, quoi. Donc non, les réseaux sociaux ne sont pas du tout, sécurisés, quoi. Donc d'où l'intérêt aussi de savoir, ce qu'on poste, tout ce qu'on donne, du coup de pas tout donner ou au contraire avoir différents comptes où on segmente, vraiment sa vie privée numérique là-dessus. Attention, là, c'est le rêve de tout étudiant, collégien, lycéen, je sais pas.
est-ce qu'on peut hacker les sites des collèges, genre Pronote, etc. Oh, ça, c'est le plus facile, ça. Mais il faut pas le faire. Mais il faut clairement pas le faire. Bah, parce que du coup, si tu le fais et qu'on te chope, bah, c'est pas bien, quoi. Et en fait, vraiment, ce qu'il faut comprendre dans le hacking, c'est que, un peu comme dans plusieurs choses, hein, soit tu le fais de manière positive, soit tu le fais de manière négative. Mais quand tu vas commencer de le faire de manière négative, voilà, tu vas forcément après rentrer un peu dans des cercles vicieux et ça, c'est pas bien, quoi. Alors que tu as d'autres moyens aujourd'hui qui sont totalement reconnus, totalement valorisants pour faire du hacking, mais vraiment du bon hacking, quoi. C'est vraiment le message à faire passer, quoi. Allez, super. Un grand merci à toi et à Ange d'avoir bien voulu jouer le jeu. Écoute, je te propose de conclure l'interview par des petites questions supplémentaires qui nous permettront d'apprendre à mieux te connaître et puis aussi à prendre sous un autre angle ton métier. Si tu devais décrire ton métier via un style musical, tu dirais que c'est quoi comme style musical ce métier-là ? Et ben l'éclectisme, parce que c'est pas un style musical et que ça englobe Pas tout. mal, purée. Bon, ça, c'est un petit truc comme ça. Bon, alors, c'est là où j'avais prévu pourquoi ce nom sax, mais bon, il est toujours 15h45, donc c'est mort. Tu vas pas me répondre. Beaucoup trop tôt. Ok, tu me diras en off. Alors, je t'avais demandé de réfléchir à une anecdote. Un truc, le truc le plus dingue, le plus insolite, émouvant, drôle que tu aies pu faire dans ton métier. Quel est-il ? J'ai beaucoup réfléchi, longuement réfléchi, on a beaucoup, mais je pense que celle qui m'a peut-être le plus marqué, ça remonte à 2014. C'est peut-être la première fois où je me suis rendu compte que ce que je faisais, il y avait un vrai impact concret. C'est une belle PME, pour ne pas dire une très 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 belle PME de la Bretagne qui s'est fait hacker. Vraiment en fait totalement en fait aux abois, et donc là bah, le soir même il y a du coup mon N+1 et mon N+2 qui viennent me voir. Bon bah Clément, tu fais ta valise ce soir même, t'es parti. Donc j'arrive le lendemain matin, bah vraiment bah, tous les salariés, production totalement ouverte, en fait c'est vraiment la merde. Et donc là bah, petit à petit, au bout de la première journée ça commence à bien aller, et puis au bout de la journée suivante ça a bien allé. En fait je sentais quand même qu'ils avaient besoin de beaucoup plus, et donc là je décide bah, de bosser toute la nuit. Au bout vraiment des 3 jours, bah, je suis parvenu en fait à remonter presque toute la chaîne, et en fait de savoir bah, que les méchants avaient piraté déjà un site polonais de robe de mariée, qu'ils avaient implanté là-bas un peu du coup leur virus, et c'est vraiment de là où c'était parti un tout petit peu l'attaque. Et donc tout ça, je parviens à leur donner ça, ils ont été très contents. Puis après on a fait ça, et derrière où ça a été le plus intéressant, c'est là aussi où la première fois, c'est que quelques mois après il y avait une inauguration, et lors de cette inauguration-là, bah, du coup, il y avait un peu ce fait d'armes-là qui avait été cité auprès à l'époque de Jean-Yves Le Drian, qui était encore le ministre bah, du coup de l'Intérieur. Et voilà, donc je l'avais rencontré comme ça, on avait discuté ça, et puis voilà. Quelles sont tes joies, tes fiertés, ou dit autrement, pourquoi tu te lèves le matin pour faire exercer ton métier ? Bah, parce que je sais que je vais avoir une journée qui est aucunement semblable à celle que je viens de vivre la veille, mais surtout avoir bah, quelque chose de très concret que je vais pouvoir faire, soit aider une personne, soit aider une entreprise, soit aider parfois un gouvernement, un ministère, mais surtout en fait de me dire que au terme de cette journée-là, bah, une petite partie d'Internet aura été légèrement plus sécurisée que la veille. Mais surtout, la raison pour laquelle je me lève, c'est surtout aussi bah, pour me challenger et ne pas du tout dormir sur mes lauriers, quoi. Ok. Et à l'inverse, quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer ? Les difficultés de faire comprendre aux gens que la cybersécurité, c'est pas si simple que ça, et que ça demande énormément de choses, énormément de recul, beaucoup d'humilité, et parfois ce qui moi un tout petit peu me désole, c'est que quand je vais être en contact avec certaines personnes en me disant bah ils vont me dire bah finalement nous on n'est pas concernés, au contraire bah vas-y bah pirate-nous pour le faire, et du coup ça tu vois c'est pas du tout les messages à faire passer, quoi. Et donc là parfois je me sens un tout petit peu démuni face à ça, quoi. Ok, donc beaucoup d'évangélisation nécessaire, quoi. À ton avis, quelles sont les qualités pour être un bon hacker éthique, hein, évidemment ? De la rigueur, savoir penser hors du cadre, ne penser vraiment comme aucune autre personne, et qu'on te dit que c'est bleu, bah finalement en fait c'est pas bleu, parce que si tu mets juste un autre petit projecteur à côté, tu vas avoir une autre petite lumière, quoi. En fait c'est clairement penser en dehors du cadre, être curieux, avoir un bon esprit de synthèse, et puis après le reste, être passionné et puis juste kiffer, quoi. Ça, c'est cool. Kiffer, ça me plaît, ça. Si tu devais donner des conseils à des jeunes là, qui se disent « Waouh, je trouve ça génial, je veux faire ce métier », quels conseils tu pourrais leur donner ? Bah, beaucoup lire. Je dis beaucoup lire parce que il y a des personnes qui sont très 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 techniques, et si aujourd'hui
tu es très technique et qu'ensuite tu ne peux pas un peu venir redonner, expliquer, reformuler ce que tu fais et vraiment rester sur le technique, bah, ça perd totalement de sa substance, totalement de sa saveur et vraiment le fait de pouvoir échanger avec d'autres personnes, peu importe d'ailleurs un peu les niveaux, que ce soit vraiment des officiels, des présidents, des premiers ministres ou encore vraiment des étudiants, des personnes qui n'ont rien à voir, vraiment le fait de pouvoir s'exprimer. Donc ouais, du coup la lecture, moi m'a énormément aidé et encore aujourd'hui m'aide beaucoup quoi. Donc c'est vraiment la lecture et puis derrière juste aller, vraiment se faire confiance. D'ailleurs, je pourrais donner une autre anecdote, mais je la donnerai pas ici. Juste se faire confiance et toujours y croire. T'as failli craquer. Ouais, j'ai failli, ouais, mais non. Ok, à titre perso, tu donnerais quoi comme conseil? Mais vraiment 2-3 tips, vraiment mais là pour notre sécurité perso. Là, tu dis, Julie, tu raccroches. Voilà les 3 trucs que tu dois faire. Bon, j'ai compris l'adresse mail déjà, à commencer. Ok, identité numérique minimum, 2 adresses mail. Donc l'adresse mail vraiment bien identifier, une autre adresse mail qui n'a rien à voir avec toi. Donc ça peut être un peu un jeu, je sais pas, ta ville ou un truc. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième chose, vraiment primordiale, c'est les mots de passe. Les mots de passe, aujourd'hui, c'est vraiment la plaie. Aujourd'hui, dans 90% des cyberattaques, dans 90% quand tu es pour le coup piraté, quand, je sais pas, les membres de ta famille, tes amis sont piratés, ça passe par le mot de passe. Changer le mot de passe. Et donc ça, pour le faire, c'est très simple, mais vraiment très simple. On utilise ce qu'on appelle un gestionnaire de mots de passe. Donc soit LastPass qui est directement un petit utilitaire, un petit add-on, un petit plugin que l'on met vraiment dans son navigateur, ou alors KeePass qui est en mode déconnecté. Et le but c'est de retenir qu'un seul mot de passe et puis à l'intérieur tous les autres mots de passe sont générés. Donc ça permet vraiment d'avoir des choses qui sont totalement différées et vraiment de ne pas utiliser le même mot de passe pour 5, 10, 15, 20 parce que ça sert à rien et du coup tous les efforts que tu peux bien faire, pas du tout le faire. Et juste après tout, le but c'est du coup le troisième conseil c'est ne pas tomber dans la paranoïa, mais juste être au courant que quand tu navigues sur Internet, il y a d'autres grosses jumelles qui sont là en faisant en fait un gros focus sur ce que tu fais. Donc vraiment navigue de manière intelligente et c'est pas parce que tu vas être derrière ton ordinateur à 2h du mat ou 10h en disant bah personne ne voit ce que je fais. Donc voilà, juste aussi avoir ce qu'on appelle une conscience numérique et voilà, faire les choses. Super, bah merci beaucoup. Qu'est-ce que tu diras au Clément qui a 15 ans? Ah oui, je lui donnerai qu'une seule, mais vraiment un et un seul conseil. Développe ton second brain. Vraiment, prends des notes sur absolument presque tout ce que tu fais. C'est un concept que j'ai découvert il y a à peu près maintenant 6 mois et depuis je suis totalement en amour, mais vraiment en plein dedans. Je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de choses jusqu'ici et que parfois j'avais appris plein de choses, des citations, ou même en fait des procédés, ou même en fait des manières d'ouvrir des choses, et que jamais j'avais pris un peu le temps de mettre tout cela soit dans des notes, soit de faire un peu des caractéristiques X-Men, ou prendre un peu des notes ou des photos et autres. Et aujourd'hui, parfois, je perds énormément de temps encore à retrouver ce genre de choses-là ou à passer mon temps sur Google ou sur d'autres moteurs à rechercher ça. Donc ouais, c'est vraiment le seul truc que je dis. Ce que tu vois à l'école, parfois les trucs les plus importants ou autres, vraiment prends le temps de le mettre dans des petites notes un peu à plat, en mode aujourd'hui j'ai un peu appris ça, citation, ça ou ça, parce que ça va forcément servir au Clément dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, et puis du coup il sera juste en fait la meilleure version de lui. Seule chose. Génial. Est-ce que tu as pensé à un défi métier? Ouais. D'ailleurs, toujours un peu en rapport avec ce que j'ai pu dire, semer 2-3 petites pistes. J'aime énormément les mots croisés et aujourd'hui d'ailleurs un peu le métier des verbicrucistes qui sont vraiment les personnes qui créent les grilles commencent un tout petit peu à disparaître à cause aujourd'hui de la technologie, des grilles qui sont faits. Et donc moi ça me ferait énormément plaisir que tu ailles trouver un verbicruciste pour le cruciverbiste que je suis. Ok, et ben la vache, quel challenge. Vous m'inventez toujours des trucs pas croyables, mais pas mal, c'est vraiment sympa. Tiens, tu sais qu'il y a une de mes invitées qui m'a demandé, j'ai pas trouvé pour l'instant, celui qui fait les mots dans les gâteaux chinois. Tu vois, c'est pas mal aussi. Écoute, dans le genre. Tu vois, il y a peut-être moyen de faire un mix entre tout ça. Je crois que je trouverais pas le même profil. Merci beaucoup Clément, c'était super. Et non, c'est plutôt moi qui te remercie. C'était cool de passer ce long moment avec toi. Merci à ton voisin qui a arrêté de jouer avec sa perceuse juste au moment de l'enregistrement, c'était merveilleux. Donc tu pourras aller le remercier après. Je te dis au revoir. Salut Julie et salut à tout le monde. J'espère sincèrement
que cet épisode vous a vachement plu. N'hésitez pas surtout aussi à me faire un retour sur le format. Il se passe plein de choses là dans ces épisodes, donc est-ce que le fait de le scinder en 2 parties, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez surtout pas à me le dire. Et puis deuxième chose, me faire un retour par rapport à l'initiative d'intégrer les questions de Ange, parce que c'est vraiment une idée que j'ai et que j'aimerais bien poursuivre pour la suite, de pouvoir faire intervenir d'autres adolescents. Donc si ça vous plaît, si ça vous plaît moins et pourquoi, enfin surtout n'hésitez surtout pas, moi je suis très preneuse d'avis et de conseils et de vos retours. Donc pour ça c'est hyper simple, vous pouvez me faire un retour via le compte Instagram notamment, via un DM, un message privé ou un commentaire, aucun souci. Je vous rappelle en fait que si vous voulez écouter le podcast de Ange, donc qui tient le podcast Teens, et donc notamment l'interview qu'il va faire spécifique de Clément, qui évidemment est beaucoup plus longue que les quelques questions que j'ai intégrées, et bien vous le retrouvez sur donc le podcast Teens T3ENS. Et bien sûr, si vous voulez suivre l'actualité de Clément, et ben c'est simple, vous pouvez le suivre sur LinkedIn notamment via le compte Clément Domingo alias Sax. Si vous voulez vous assurer de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas le petit bonus 5 étoiles qui nous fait toujours plaisir. Pour me lancer le défi de dénicher un métier qui vous inspire, c'est simple, il suffit de me laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine!